Bonjour tout le monde, c'est notre 29e semaine du club de lecture pour la Voleuse de livres et aujourd'hui on va lire 3 chapitres. Ce sont Confession, le petit livre noir d'ILSA Herrmann et la cage thoracique des avions. Et je vais commencer. Hi guys, it's week 29. As we said last week, be aware some of these chapters are quite rough. So if you don't feel up for it, don't worry, you can always finish it later. Or never, that's okay too. I have had books that I never finished. Today we're going to do 3 chapters, Confessions, ILSA, Hermann's Little Black Book, and the Ribcage Plains. And Sasha is going to get us started. Comme Julie a dit, ces chapitres sont un peu plus difficiles, il y a un peu plus de violence, etc. Alors, si vous ne voulez pas écouter, ça va. Alors, je vais commencer avec chapitre Confession. Une fois les Juifs disparus, Liesel et Rudy se relevèrent. La voleuse de livres ne dit pas un mot. Les interrogations de Rudy restèrent sans réponse. Elle ne rentra non plus chez elle. Le cœur triste, elle se rendit à la gare et attendit son papa. Rudy lui tint compagnie pendant une vingtaine de minutes, puis, dans la mesure où Hans ne reviendrait pas avant plusieurs heures, il alla chercher Rosa et la conduisit vers Liesel en lui racontant ce qui s'était passé. Elle ne posa pas de questions à la jeune fille. Elle avait déjà assemblé le puzzle. Elle resta simplement à ses côtés, puis la convainquit de s'asseoir et ils attendirent ensemble. Lorsque Hans apprit la nouvelle, il laissa tomber son sac sur le sol du banoff et donna un coup de pied dans le vide. Aucun des 3 ne mangea ce soir-là. Les doigts de papa firent outrage à l'accordéon en massacrant une chanson après l'autre, malgré ses efforts pour jouer juste. Rien n'allait plus. La voleuse de livres ne quitta pas son lit pendant 3 jours. Tous les matins et tous les après-midi, Rudy Steiner venait frapper à la porte et demandait si elle était toujours malade. Mais elle n'était pas malade. Le 4e jour, Liesel alla frapper chez son voisin. Elle lui proposa de l'accompagner à l'endroit où ils avaient distribué du pain l'année précédente sous les arbres. « J'aurais dû t'en parler plus tôt, dit-elle. » Ils marchèrent jusque-là, sur la route de Dachau, et s'avancèrent sous les arbres qui projetaient leurs ombres allongées dans la lumière. Les pommes de pain répandues sur le sol ressemblaient à des petits gâteaux. « Merci, Rudy. Merci pour tout. Merci de m'avoir aidé à quitter la rue, de m'avoir arrêté. » Elle ne dit rien de tout cela. Elle posa la main à côté d'elle sur une branche dont l'écorce se détachait. « Rudy, si je te dis quelque chose, tu me promets que tu ne le répéteras à personne? » « Bien sûr. » L'expression et le ton de Liesel montraient qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux. Il s'adossa à l'arbre voisin. « Je t'écoute. Promets. »« J'ai promis. » Recommence. « Promets de ne rien dire à ta mère, ni à ton frère, ni à Tommy Mueller, à personne. » « Je te le promets. » Le dos contre l'arbre, les yeux fixés au sol. Pour savoir par où commencer, elle fit plusieurs tentatives en lisant des phrases à ses pieds et en reliant des mots aux pommes de pain et aux branchages cassés. « Tu te souviens quand je me suis blessée en jouant au foot dans la rue? » dit-elle enfin. Il lui fallut presque 3/4 d'heure pour tout expliquer. 2 guerres, un accordéon, un boxeur juif et un sous-sol. Sans oublier ce qui s'était passé 4 jours plus tôt, rue de Munich. C'était pour ça que le jour où on a donné du pain, tu t'es approché si près, constata Rudy, pour voir s'il était parmi eux. Oui. Tout Jésus. Oui. Les arbres étaient hauts et triangulaires, calmes. Liesel tira la secoueuse de mots de son sac et en montra une page à Rudy. On y voyait un garçon avec 3 médailles autour du cou. Cheveux couleur citron, lut-il. Il caressa les mots avec le doigt. Tu lui as parlé de moi? Sur le moment, elle fut incapable de parler. Peut-être avait-elle la gorge serrée par l'amour qu'elle éprouvait soudain pour lui, à moins qu'elle ne l'ait aimé depuis toujours, sans doute. Ne pouvant prononcer un mot, elle avait envie qu'il l'embrasse. Elle avait envie qu'il prenne sa main et l'attire à lui. Qu'important l'endroit du baiser, la bouche, la joue, le cou, sa peau l'attendait. Quelques années auparavant, lorsqu'ils avaient fait la course sur un terrain boueux, Rudy était un tas d'eau assemblé
à la va-vite avec un sourire ébréché. Cet après-midi-là, sous les arbres, il était celui qui donnait du pain et des ours en peluche. Il était le triple champion de course à pied des jeunesses hitlériennes. Il était son meilleur ami et il lui restait 1 mois à vivre. Bien sûr que je lui ai parlé de toi, dit Liesel. Elle était en train de lui dire adieu et elle ne le savait pas. Ma question c'est, pourquoi est-ce que Liesel a soudainement réalisé qu'elle aime Rudy? ILSA Hermann's little black book. In mid-August, she thought she was going to 8 Grand Strass for the same old remedy, to cheer herself up. That was what she thought. The day had been hot, but showers were predicted for the evening. In the last Human Stranger, there was a quote near the end. Liesel was reminding of it as she walked past Frau Diller's. The last Human Stranger, page 211. The sun stirs the earth around and around, it stirs us like stew. At the time, Liesel only thought of it because the day was so warm. On Munich Street, she remembered the event of the previous week there. She saw the Jews coming down the road, their streams and numbers and pain. She decided there was a word missing from her quote. The world is an ugly stew, she thought. It's so ugly, I can't stand it. Liesel crossed the bridge over the Amper River. The water was glorious and emerald and rich. She could see the stones at the bottom and hear the familiar song of water. The world did not deserve such a river. She scaled the hill up to Grand Strass. The houses were lovely and lonesome. She enjoyed the small ache in her legs and lungs. Walk harder, she thought, and she started rising like a monster out of the sand. She smelled the neighborhood grass. It was fresh and sweet, green and yellow-tipped. She crossed the yard without a single turn of the head or the slightest pause of paranoia. The window. Hands on the frame, scissors of the legs, landing feet, books and pages, and a happy place. She slid a book from the shelf and sat with it on the floor. Is she home, she wondered? But she did not care if ILSA Hermann was slicing potatoes in the kitchen or lining up in the post office, or standing ghost-like over the top of her, examining what the girl was reading. The girl simply didn't care anymore. For a long time, she sat and saw. She had seen her brother die with one eye open, one still in a dream. She had said goodbye to her mother and imagined her lonely wait for a train back home to oblivion. A woman of wire had laid herself down, her scream traveling the street, till it fell sideways like a rolling coin starved of momentum. A young man was hung by a rope made of Stalingrad snow. She had watched a bomber pilot die in a metal case. She had seen a Jewish man who had twice given her the most beautiful pages of her life march to a concentration camp. And at the center of all of it, she saw the Führer, shouting his words and passing them around. Those images were the world, and it stewed in her as she sat with the lovely books and their manicured titles. It brewed in her as she eyed the pages full to the brims of their bellies with paragraphs and words. You bastard, she thought. You lovely bastard. Don't make me happy. Please don't fill me up and let me think that something good can come of any of this. Look at my bruises. Look at this grace. Do you see the grace inside me? Do you see it growing before your very eyes, eroding me? I don't want to hope for anything anymore. I don't want to pray Max is alive and safe, or Alex Steiner, because the world does not deserve them. She tore a page from the book and ripped it in half. Then a chapter. Soon there was nothing but scraps of words littered between her legs and all around her. The words. Why did they have to exist? Without them, there wouldn't be any of this. Without words, the Führer was nothing. There would be no limping prisoners, no need for consolation or worldly tricks to make us feel better. What good were the words? She said it audibly now to the orange-lit room. What good are the words? The book thief stood and walked carefully to the library door. Its protest was small and half-hearted. The airy hallway was steeped in wooden emptiness. For Herrmann? The question came back at her and tried for another surge to the front door. It made it only halfway, landing weakly on a couple of flat floorboards. Frau Herrmann?
Seul le silence répondit, et pensant à Rudy, elle fut tentée d'aller jusqu'à la cuisine. Elle s'en abstint toutefois, car cela aurait été mal de voler de la nourriture à la femme qui avait laissé à son intention un dictionnaire appuyé sur une vitre, sans compter qu'elle venait de détruire l'un de ses livres. Elle avait fait assez de dégâts comme ça. Liesel regagna la bibliothèque. Elle alla s'asseoir au bureau et ouvrit l'un des tiroirs. La dernière lettre. Chère Madame Herrmann, comme vous voyez, je suis revenue dans votre bibliothèque et j'ai mis l'un de vos livres en pièces. C'est la colère et la peur qui m'ont poussé. Je voulais tuer les mots. Je vous ai volé et voilà que maintenant je m'en prends à vos biens. Je suis désolée. Pour me punir, je crois que je vais arrêter de venir. Mais ce n'est peut-être pas vraiment une punition. En fait, j'adore et je déteste cet endroit parce qu'il est plein de mots. Vous vous êtes toujours comporté comme une amie avec moi, même si je vous ai fait mal, même si j'ai été insupportable, un mot que j'ai trouvé dans votre dictionnaire. Alors, je crois que je vais vous laisser tranquille. Je suis désolée pour tout. Merci encore, Liesel Memminger. Elle laissa la note sur le bureau et en guise d'adieu fit 3 tours de la pièce en laissant courir ses doigts sur les volumes. Elle les haïssait, mais elle était incapable de résister. Des lambeaux de papier étaient éparpillés autour d'un livre intitulé « Les règles de Tommy Hoffman ». La brise qui entrait par la fenêtre en faisait voleter certains. La lumière était toujours orange, mais elle avait baissé. Une dernière fois, Liesel posa ses mains sur le rebord de la fenêtre, effectua un rétablissement et ressentit le choc douloureux sur la plante des pieds en sautant à terre. Quand elle passa le pont, la lumière orange avait disparu. Les nuages s'accumulaient dans le ciel. En arrivant rue Hummel, elle sentit les premières gouttes de pluie. « Je ne reverrai plus ILSA Herrmann », se dit-elle. Mais la voleuse de livres était plus douée pour lire et détruire les livres que pour émettre des affirmations. 3 jours plus tard, la femme vient frapper au numéro 33 et elle attend qu'on lui ouvre. Cela fit bizarre à Liesel de la voir dans son peignoir de bain. La robe d'été d'ILSA Herrmann, sans son peignoir de bain, la robe d'été d'ILSA Herrmann était jaune avec un galon rouge. Une petite fleur était brodée sur la poche. Pas de croix gammée. Ses chaussures étaient noires. Liesel n'avait jamais remarqué ses mollets jusqu'à ce jour. Elle avait des jambes de porcelaine. Frau Herrmann, je suis désolée pour ce que j'ai fait l'autre jour dans la bibliothèque. La femme la calma d'un geste. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit livre noir. À l'intérieur, il n'y avait rien d'écrit, juste des feuilles avec des lignes. Puisque tu ne veux plus venir lire mes livres, je me suis dit que tu aimerais peut-être en écrire un à la place. Ta lettre était... Elle tendit à 2 mains le livre noir à Liesel. Tu as un don pour l'écriture. Tu écris bien. Le livre était lourd, avec une couverture épaisse comme celle du haussement d'épaule. Et je t'en prie, Liesel, ne te punis pas comme tu l'as dit. Ne fais pas comme moi. Liesel ouvrit le livre et passa son doigt sur le papier. Dankeschön, Frau Herrmann. Voulez-vous une tasse de café? Je suis seule à la maison. Maman est chez la voisine, Frau Elzafeld. On entre par la porte ou par la fenêtre? Liesel se dit qu'il y avait des années qu'ILSA Herrmann n'avait souri ainsi. Par la porte. Ce sera plus simple, je pense. Elles s'installèrent dans la cuisine. Café et tartines de confiture. Elle s'efforçait de parler et Liesel entendait ILSA Herrmann avaler. Mais à vrai dire, ce n'était pas désagréable. C'était même plutôt charmant de la voir souffler sur son café pour le refroidir. Si jamais j'écris quelque chose et que je vais jusqu'au bout, dit Liesel, je vous le montrerai. J'aimerais bien. Quand la femme du maire prit congé, Liesel la regarda remonter la rue Hummel avec sa robe jaune, ses souliers noirs et ses jambes de porcelaine. Devant la boîte aux lettres, Rudy demanda « C'était bien qui je pense que c'était ?»« Oui. »« Tu plaisantes. Elle m'a offert un cadeau. » En fait, ce n'était pas seulement un livre qu'ILSA Herrmann donna à Liesel Memminger ce jour-là. Elle lui donna aussi une raison de passer du temps dans le sous-sol, son endroit préféré, d'abord en compagnie de papa, puis de Max. Elle lui donna une raison d'écrire ses propres mots, de constater que les mots l'avaient aussi ramené à la vie. Ne te punis pas,
Liesel entendait de nouveau les paroles d'ILSA Herrmann. Pourtant, la punition et la souffrance seraient présentes, tout comme le bonheur. C'était cela l'écriture. Cette nuit-là, pendant le sommeil de maman et de papa, elle descendit au sous-sol et alluma la lampe à pétrole. Durant la première heure, elle ne fit que contempler son crayon et le papier. Elle s'obligea à rassembler ses souvenirs et, comme d'habitude, elle se concentra sur sa tâche. Scribe, s'ordonna-t-elle. Écris. Au bout d'un peu plus de 2 heures, elle commença à écrire sans savoir ce qui allait en sortir. Comment aurait-elle pu devenir que quelqu'un s'emparerait de son récit et l'amènerait partout? On ne s'attend pas à ce genre de choses. C'est inimaginable. Elle utilisa un gros pot de peinture en guise de table, s'assit sur un plus petit et écrivit ce qui suit au milieu de la première page. La voleuse de livres, une petite histoire par Liesel. So my question for this chapter is, why does Liesel say that without words, the Führer was nothing? Et ma question c'est, comment l'écriture représente-t-elle un changement dans la vie de Liesel? The ribcage planes. Her hand was sore by page 3. Words are so heavy, she thought, but as the night wore on, she was able to complete 11 pages. Page 1. I tried to ignore it, but I know this all started with the train and the snow and my coughing brother. I stole my first book that day. It was a manual for digging graves, and I stole it on my way to Himmel Street. She fell asleep down there on a bed of drop sheets, with the paper curling at the edges up on the taller paint can. In the morning, Mama stood above her, her chlorinated eyes questioning. Liesel, she said, what on earth are you doing down here? I'm writing, Mama. Jesus, Mary, and Joseph. Rosa stormed back up the steps. Be back up in 5 minutes or you get the bucket treatment. Versus. I understand. Every night, Liesel made her way down to the basement. She kept the book with her at all times. For hours, she wrote, attempting each night to complete 10 pages of her life. There was so much to consider, so many things in danger of being left out. Just be patient, she told herself, and with the mounting pages, the strength of her writing fist grew. Sometimes she wrote about what was happening in the basement at the time of writing. She had just finished the moment when Papa had slapped her on the church steps and howled Hail Hitler together. Looking across, Hans Huberman was packing the accordion away. It just played for half an hour, as Liesel wrote. Page 42. Papa sat with me tonight. He brought the accordion down and sat close to where Max used to. I often look at his fingers and face when he plays. The accordion bruises. They are lying on his cheeks. They look drawn on, and for some reason, when I see them, I want to cry. It is not for any sadness or pride. It's just like the way they move and change. Sometimes I think my Papa is an accordion. When he looks at me and smiles and breathes, I hear the notes. After 10 nights of writing, Munich was bombed again. Liesel was up to page 102 and was asleep in the basement. She did not hear the cuckoo or the sirens, and she was holding the book in her sleep when Papa came to wake her. Liesel, come! She took the book thief and each of her other books, and they fetched for old Zapfel. Page 175. A book floated down the Emperor River. A boy jumped in, caught up to it, and held it in his right hand. He grinned. He stood waist deep in the icy Decemberish water. How about a kiss, Zauman? She said. By the next thread, on October 2nd, she was finished. Only a few dozen pages remained blank, and the book thief was already starting to read over what she'd written. The book was divided into 10 parts, all of which were given the title of books or stories and described how each affected her life. Often, I wonder what page she was up to when I walked down Himmel Street in the dripping tap rain 5 nights later. I wonder what she was reading when the first bomb dropped from the ribcage of a plane. Personally, I like to imagine her looking briefly at the wall, at Max Vandenberg's tightrope cloud, his dripping sun, and the figures walking toward it. Then she looks at the agonizing attempt of her paint-written spelling. I see the Führer coming down the basement step with his tied-together boxing gloves hanging casually around his neck. And the book thief reads, rereads, and rereads her last sentence for many hours. The book thief, last line.
I have hated the words, and I have loved them, and I hope I have made them right. Outside the world whistled, the rain was stained. So, and my question for this chapter is, what do you think Liesel means by the following? I have hated the words, and I have loved them, and I hope I have made them right. This is the end of week 29, and guys, we're nearly at the end of the book, so or next week, week 30, that's going to be our last week. So I hope you've enjoyed the adventure. We definitely have. And we have a bit of a surprise for you next week, you'll see. Ça, c'est la fin de notre 29e semaine et la semaine prochaine, la 30e semaine, sera notre dernière semaine avec ce livre. Et on a un petit peu de surprise pour vous. Vous verrez la semaine prochaine. Merci si vous êtes venus jusqu'à ici avec nous. On a vraiment aimé faire ce voyage avec vous.